Bonjour, bienvenue dans cette série sur les simulations géostatistiques. Nous allons commencer aujourd'hui par le pourquoi des simulations géostatistiques. Au cours des cours précédents, nous avons parlé d'analyse de données, des questions d'échelle, des questions de remplissage, et nous avons vu que le crigeage était un moyen d'estimer ou de simuler des valeurs dans l'ensemble du domaine à partir des données et à l'aide de modèles de variogrammes, donc de modèles de variabilité spatiale. Je vous rappelle donc que le crigeage est un estimateur qui va combiner les valeurs dans le voisinage du point à estimer de manière linéaire, et les poids de cette combinaison linéaire vont définir comment les points vont influencer la valeur estimée en fonction de la distance et de la redondance entre les points de données voisines. Et ces relations sont données par le modèle de variogramme qui caractérise la variabilité spatiale. Le crigeage permet en outre de calculer une variance d'estimation qui donne l'erreur que l'on commet quand on calcule l'estimation grâce au modèle statistique sous-jacent de la fonction aléatoire. Si l'on revient à notre exemple du nuage et qu'on s'intéresse à la moyenne de l'image de référence est de 85,9. Vous vous souvenez que la moyenne des échantillons est biaisée à un biais négatif, elle est inférieure à la moyenne de référence, ce qui signifie que beaucoup de points ont été pris dans des parties peu lumineuses de l'image. La carte Crigé corrige cet effet de biais grâce à la prise en compte de la redondance entre les points proches les uns des autres et grâce au modèle de variogramme, et donc réussit à obtenir une moyenne qui est plus proche de la moyenne de référence. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, si l'on s'intéresse aux statistiques de rang et par exemple à l'interquartile, delta, on voit que les résultats de la carte Crigé minimisent énormément l'écart des données, la dispersion des données autour de la moyenne, avec un interquartile qui est très largement sous-estimé, à la fois par rapport aux données et bien sûr, évidemment, par rapport à l'image de référence. L'estimation a donc un effet lissant très fort et a tendance à surexprimer les valeurs centrales de la distribution par rapport aux valeurs extrêmes. On peut étudier cet effet lissant du crigeage en calculant le variogramme empirique ou expérimental sur la carte Crigé, et l'on voit que ce variogramme empirique est en général au-dessous du variogramme, du modèle de variogramme qui a été utilisé pour réaliser le crigeage. On a donc une sous-estimation forte de la variabilité spatiale sur l'image, avec une augmentation beaucoup plus lente du variogramme sur le modèle Crigé que sur le modèle utilisé pour obtenir ce crigeage. Et cette estimation et cet effet lissant est d'autant plus fort qu'il y a moins de points de données. Les points nous permettent de nous éloigner de la moyenne et donc permettent de nous rapprocher de la variabilité réelle. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir cet effet-là? En un sens, oui, car le but du crigeage, c'est de calculer l'espérance conditionnelle de la fonction aléatoire, et donc l'espérance est beaucoup plus lisse que la réalité. Si vous tirez au dé, un dé entre 1 et 6, vous avez une espérance qui est de 3,5, qui est non seulement une valeur impossible, mais surtout une valeur qui va forcément être centrale par rapport à la distribution de l'ensemble des valeurs possibles du tirage au dé. Donc on voit ça ici de manière spatiale. On se rapproche pour chaque pixel de l'image de la valeur centrale de la distribution, et donc fatalement le résultat est globalement beaucoup plus lisse que la distribution réelle ou que des échantillons de la fonction aléatoire. La deuxième question, c'est est-ce que c'est grave d'avoir cet effet de lissage? En fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire avec le résultat, et donc on va en parler pas mal dans la suite. Pour comprendre l'effet de ce lissage, nous allons nous intéresser à une topographie qui est affichée ici en vue de dessus, en échelle de couleur, et nous allons la visualiser un petit peu de profil pour mieux voir le relief avec un ombrage également. Et nous allons étudier la superficie de cette surface. Supposons par exemple que l'on cherche à tondre la pelouse sur cette surface topographique, donc cette notion de superficie est importante. C'est bien évidemment pas la superficie en carte, mais la superficie en 3 dimensions qui nous intéresse,
qui est ici de 1,73 million de mètres carrés. On va également faire une coupe pour bien comprendre ce qui se passe, donc une coupe est-ouest, et regarder la longueur du profil topographique. Donc là, on est plus dans un contexte où on se dit qu'on veut faire une traversée d'une zone de montagne, et donc ce qui nous intéresse, c'est la distance que nous allons devoir parcourir, et on pourrait aussi penser au dénivelé à parcourir sur cette surface. Lorsqu'on réalise le crigeage à partir des données disponibles et qu'on calcule la superficie, on n'a plus que 1,04 million de mètres carrés et la longueur sur notre profil de référence est seulement de 1,28 km. 28 km, c'est ça. Donc dans les deux cas, on va sous-estimer à la fois l'aire de la surface topographique et la longueur du profil. Et ça se produit pour le crigeage simple, mais ça se produit également pour le crigeage ordinaire, où on a quasiment les mêmes résultats que pour le crigeage simple. Ça se produit également si on fait une interpolation de type Discrete Smooth Interpolation, dont on avait parlé en géomodélisation au semestre 6. Pour mémoire et pour rappel, DSI fait une minimisation au sens des moindres carrés de l'écart entre un point de la surface topographique et la moyenne de ses voisins, et l'écart aux données, et il y a une pondération entre ces deux termes. Okay. Donc on cherche à obtenir une surface qui est une surface minimale et qui passe par les points de données. Il s'agit ici d'une approximation, on ne passe pas exactement par les points de données, et on voit encore une fois que même s'il n'y a aucune notion de variogramme ou d'estimation statistique dans ce modèle, on a toujours une sous-estimation à la fois de la superficie et de la longueur par rapport à la surface de référence. Et même si on prend des modèles encore plus simples comme l'estimation par distance inverse dont on a parlé au tout premier cours, on a toujours cette sous-estimation. Même quand on change la puissance, on est toujours en dessous, donc on est toujours en train de sous-estimer la superficie et de sous-estimer la longueur qu'il va falloir parcourir le long du profil. Donc en résumé, on a pu voir que l'estimation, quelle qu'elle soit, le crigeage et les autres approches d'estimation, ne reproduit pas la variabilité spatiale. En effet, elle ne donne que l'espérance conditionnelle de la fonction aléatoire, qui est fatalement beaucoup plus faible, qui a des variations beaucoup plus faibles que des réalisations de cette fonction aléatoire, et on a vu que cela pouvait se traduire par des biais sur les calculs qu'on pouvait réaliser sur un modèle en prenant l'exemple d'une topographie. Il sera donc intéressant, plutôt que d'estimer l'espérance conditionnelle, d'échantillonner la fonction aléatoire, et cet échantillonnage va s'appeler la simulation géostatistique ou simulation stochastique. On va en parler dans la séquence suivante.